Bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans Ma Thérapie, le podcast qui analyse nos parts intérieures avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'intelligence grâce à Sarah qui est ici, qui est praticienne. Bonjour, et grâce à Julia aussi, qui est ici et qui est une des personnes que j'accompagne et qui me pose des questions très pertinentes. Oui, j'ai la chance d'interviewer et bien sûr notre championne Dalia qui est derrière la caméra qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, on va commencer cet épisode en tirant une carte sur le tarot des archétypes que tu pourras présenter juste après. Tes mains magiques vont trouver le sujet du jour. Le sauveur ou la part sauveuse en nous. Tu veux parler un petit peu de ce tarot ? Alors, c'est le tarot des archétypes, enfin c'est un jeu de cartes des archétypes. Quelles énergies nous animent ? Fait par un de mes camarades et dialoguistes, Arnaud Constantia et Gilles Dufour et Manuel de Souza. Ils écrivent que c'est le jeu que Jung aurait aimé créer. Et ils parlent en fait des archétypes, de différents archétypes ou les parts desquels on parle dans notre podcast, qui sont en nous et qui se manifestent en nous. Et ce que je trouve pertinent et extrêmement intéressant dans ce jeu-là, c'est que pour chacune des parts, et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode, ils prennent le côté positif, ce qu'ils appellent dans la lumière, et puis dans l'ombre, quand cette part elle est un peu trop présente ou elle est présente dans son côté négatif, ce qu'elle donne. Et donc, rien n'est à jeter en nous. Tout est juste à améliorer et à mettre dans la lumière plutôt que dans l'ombre. Et c'est ce qu'on va voir avec la carte qu'on a tirée, la sauveuse. Tu peux nous lire un petit peu, donc comme Sarah l'a dit, il y a côté plutôt lumière, côté plutôt ombre. Peut-être qu'on peut commencer par la partie plutôt lumière. Alors, la sauveuse dans la lumière, il y a en toi un sauveur ou une sauveuse qui sait s'oublier pour se consacrer entièrement au bien-être de l'autre. C'est un côté bienfaiteur, ange gardien, messie mécène. Pour toi, être un sauveur ou une sauveuse, c'est servir l'humanité avec humilité, agir par amour sans attendre de retour, te dévouer entièrement à une cause, ou offrir des ressources et du soutien en période critique. Si tu en oublies de penser à tes propres peines et douleurs, elles s'effacent automatiquement, transcendées par le don de soi. Merci Sarah. C'est une conversation qu'on a pu avoir parfois dans la vie. Quand on parle du sauveur ou de la sauveuse, moi j'ai déjà entendu parler, je sais que toi aussi, du syndrome de la sauveuse, syndrome du sauveur, plutôt du côté négatif, dans les personnes qui vont s'oublier au profit des autres ou qui vont vouloir contrôler l'autre. C'est des choses dont on va parler dans cet épisode. Mais il y avait quand même un peu cette envie à travers cette carte qui est aussi lumineuse de dire que la sauveuse, il y a des choses assez belles et exceptionnelles et nécessaires qui en ressortent. Du coup, si toi, tu peux un petit peu nous parler de cette sauveuse et le départ un peu plus positif que tu y vois, qu'est-ce que tu dirais ? C'est une intelligence qui permet le don de soi, qui est dans l'empathie, qui sait être à l'écoute de l'autre, qui sait être dans l'aide, enfin qui crée un tissu social cohérent avec les autres. Donc c'est justement pouvoir s'oublier, être un peu moins égoïste, être un peu moins dans soi pour se donner à l'autre. Et on en a besoin, enfin, un médecin, un cardiologue, une chirurgienne, ils ont besoin d'avoir cette partie sauveuse en eux pour être complètement, s'adonner complètement à leur métier, et surtout dans des moments extrêmement critiques où ils doivent réellement s'oublier, oublier leur douleur, leur vie du quotidien pour être, j'ai envie de dire full present, entièrement présent dans ce moment-là. Donc là, c'est vraiment les cas extrêmes, mais un parent pour un enfant, on est obligé par moment de s'oublier entièrement pour être à disposition et donner toutes ses ressources à son enfant, par exemple. Donc c'est un élan, c'est pour ça que ma main elle bouge vers l'avant depuis tout à l'heure. Comme ça quand t'en parles, c'est ça pour les personnes qui nous écoutent. Voilà, c'est vraiment un élan où tu te donnes à l'autre et même physiquement dans le corps, c'est un ressenti où tu te donnes à l'autre. Et j'ai envie de dire, la société on en a besoin, tout le monde en a besoin.
tu disais, oui, on parle beaucoup sur les réseaux sociaux du syndrome du sauveur ou de la sauveuse, surtout dans les couples et les relations amoureuses et tout ça, et comment il faut en sortir, etc. C'est très bien, mais avant d'en faire un syndrome, ne basculons pas dans l'individualisme et l'égoïsme et chacun pour soi, parce que c'est pas comme ça qu'on crée n'importe quelle relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, même professionnelle ou parentale en fait. Oui. Donc Pression aussi, tu sais, quand tu parles de cet individualisme, par exemple, je donne un tout petit exemple qui m'est arrivé que je trouve assez parlant, marrant, je sais pas, et j'aimerais bien que tu en parles et que tu l'analyses un peu. Il y a eu un temps de ma vie où j'ai eu un recul vers quelque chose d'hyper égoïste. J'avais beaucoup porté, c'était suite à une période très difficile, il y avait j'avais vraiment un énorme syndrome du sauveur, enfin syndrome du sauveur. En tout cas, j'étais très dédiée aux autres. Donc c'est ce que j'associe. Tu peux me dire si je me trompe. C'est tout à fait ça. Voilà. Et en fait, il y a eu un temps, j'ai commencé une thérapie, je me suis recentrée sur moi et suite à certains conseils, je suis devenue mais vraiment égoïste à la mort, voire méchante, voire indifférente aux problèmes de mes amis, complètement hermétique. Et je trouve ça drôle parce que j'ai l'impression que moi j'en avais eu besoin à ce moment-là, que j'ai eu 3 mois d'être vraiment la plus grosse connasse que j'ai pu être dans mon existence. Ça s'est ensuite régulé. Mais donc est-ce que finalement c'était quand même important pour moi de passer par cette phase connasse? Est-ce que il aurait fallu avoir quelque chose d'un petit peu plus mitigé, centré? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que tout dépend de la thérapie. J'ai vécu exactement la même chose que toi dans une ancienne thérapie où, voilà, suite à une prise de conscience que j'étais dans le don de soi et complètement, je m'oubliais, je suis devenue, comme toi, une connasse et je me suis fermée et je revendiquais mon égoïsme, etc. Donc vraiment, c'est un passage dans certaines thérapies classiques qui se fait assez souvent et je l'ai vraiment vu chez beaucoup de mes proches et puis même chez beaucoup de personnes que j'ai accompagnées par la suite. Certains arrivent à se réguler et à trouver un juste milieu ou juste à retomber dans les travers du départ et certains restent bloqués là-dedans. Okay. Et c'est d'ailleurs pour ça que je prêche un peu pour ma paroisse, mais c'est au-delà de ça, c'est pour ça que je trouve le voice dialogue extrêmement intéressant, c'est que on ne bascule pas du jour au lendemain d'une part primaire qui est une sauveuse, une aidante, etc., à une part reniée qui est une égoïste. C'est qu'on intègre petit à petit à travers les séances à dose homéopathique, j'ai envie de dire, de l'égoïsme dans la sauveuse. Et en constituant ce processus d'égo conscient, c'est dans la posture du centre que tu choisis d'être à la fois égoïste et à la fois aidante. Et comment tu joues avec ces deux polarités-là pour les intégrer en même temps. Et non pas soit l'une, soit l'autre. C'est vraiment, ça c'est vraiment caractéristique du voice dialogue et je vais juste en profiter pour rappeler que pour les auditeurs, auditrices qui nous rejoignent juste aujourd'hui pour le tout premier épisode de leur vie, il y a un épisode qui est dédié au voice dialogue et qui va permettre de mieux comprendre les termes renier, le fait de mettre un peu d'égoïsme dans cette sauveuse. Donc voilà, ça peut être un épisode qui peut être très pertinent pour la compréhension. Et donc, pour te répondre aussi, ça me pose évidemment plein de questions. Tu as parlé justement de l'égoïste. Est-ce que cette sauveuse, elle agit seule ou comme d'autres parts qu'on a pu voir, elle est entourée de plusieurs petites parts qui l'alimentent? Comment ça se passe? Petite ou pas d'ailleurs? Oui, d'ailleurs. Je pense que c'est une équipe où ce sont différentes facettes pour la sauveuse. Enfin, c'est quand même une équipe. Il y a un bon parent, plutôt dans le cas où on est mère. On est mère. Enfin, même un bon parent, on peut être. Enfin, moi, j'ai connu des gens en entreprise, surtout, enfin, même des hommes en fait, qui étaient le père ou la mère de ses collègues en fait. Donc, c'est un bon parent au-delà de la relation enfant-parent, mais c'est cette part nourricière qui prend soin, qui coucoune les autres, etc. Donc ça fait partie de l'équipe sauveuse. Il y a la responsable, mais la responsable des autres.
Donc, elle prend la responsabilité de l'état mental, de l'état financier, de l'état physique, des problèmes des autres. Elle en fait ses problèmes à elle. Elle se responsabilise pour les aider. Ça, on le trouve beaucoup. Oui. Il y a, et ça, il y a un côté que je vois encore plus dans les nouvelles générations, une psy qui s'est développée, je pense, avec toute la vague du développement personnel, et tout le monde est plus ou moins familier avec pas mal de concepts psychologiques. Il y a une part psy qui s'est développée et pour soi et pour les autres. Et tu te retrouves dans un groupe d'amis ou dans un couple où la personne, elle a envie que l'autre voit ses failles, prenne conscience de ça parce que c'est ceci. Et donc, il y a cette sauveuse psy aussi pour les autres. Et puis, on pourrait en trouver plein d'autres. Moi, il y en a une qui me tient énormément à cœur et que je kiffe parce que je suis très identifiée à elle, c'est la militante. C'est celle qui veut sauver le monde aussi. Donc, elle est très sensible aux injustices. Elle va au-delà de sa personne pour la société parce qu'elle veut une société meilleure. Elle veut d'autres conditions pour l'humanité ou pour le vivant en général. Donc, il y a différents aspects et différentes parts dans l'équipe sauveuse, si j'ai envie de dire. Ouais, c'est très clair. Et en plus, là, ce que tu dis aussi, c'est, enfin, moi, parce qu'on n'a pas tout à fait défini ce que c'est le fait de sauver. Et c'est peut-être, on va aller un peu au cœur de ça. Donc, le fait de sauver, de ce que je comprends de ce que tu me dis, il y a vraiment quelque chose qui est aussi dans la projection, faire pour l'autre, agir pour l'autre, dans le cas, par exemple, des militants ou comme ça, parfois penser pour l'autre. À quel moment on sent que c'est une sauveuse qui aide? À quel moment il y a une sauveuse ou un sauveur d'ailleurs, parce que une part. Enfin, on une parle part, d'énergie. voilà, c'est ça exactement. C'est parfait comme ça. Ouais. Ça met beaucoup de clarté. Donc tout est au féminin dans ce podcast parce qu'on parle de part. C'est parfait. À quel moment on sent qu'on a une sauveuse déséquilibrée, une part sauveuse déséquilibrée ou au contraire équilibrée? Qu'est-ce que tu dirais? C'est vraiment pour moi, c'est comment elle est née. D'accord. Cette part dans la personne qui détermine si elle va être vraiment équilibrée et bien dédiée ou si c'est une part qui vient protéger, encore une fois, une vulnérabilité chez la personne à travers le fait de se donner aux autres. Je m'explique, c'est très rare, mais il y a des gens qui ont des parts sauveuses, la responsable, l'aidante, une mère nourricière ou un père nourricier, etc., qui sont nés de la part d'une éducation, de l'empathie, de don de soi, et puis d'une culture où on voit beaucoup ça dans certaines cultures où il faut être au service du collectif, mais que ça ne vient pas d'une blessure, ça ne vient pas et on va voir ça dans le côté ombre par la suite, ça ne vient pas pour se protéger soi-même, c'est vraiment un système de valeurs dans lequel on est né et qu'on comprend pourquoi il est là et on l'adopte tout en sachant revenir à soi, ne pas aider s'il faut pas aider, enfin s'il n'y a pas de dogme autour en fait et que ça soit juste quelque chose qui est nice to have parce que tu as la ressource, parce que tu as l'énergie, parce que tu as l'envie et parce que ça ne te coûte rien et tu n'es pas identifié à ça. Donc pour revenir à ta question, c'est vraiment une question d'identification. Est-ce que la sauveuse en moi prend le dessus sans même que je le sache et je me retrouve à me fatiguer aujourd'hui, demain avec cette personne, puis cette personne, puis cette personne, puis cette cause, puis cette cause, puis cette cause et je n'ai vraiment pas la main dessus, c'est comme si c'était quelqu'un qui conduisait à ma place et moi j'étais juste sur le siège passager, ou est-ce que c'est une décision en conscience que là j'ai envie d'aider, là pas trop, là j'ai pas l'énergie mais vu la gravité de la situation je vais m'y mettre quand même, là j'ai de l'énergie mais j'ai envie juste d'aller en boîte et je vais pas aider et je me donne cette liberté-là et c'est cette liberté-là qui fait que la sauveuse elle est bien ou pas, ou enfin elle est organisée ou pas. Oui, on peut être, je sais pas quel mot utiliser, mais c'est ce que tu disais quand tu disais que j'arrive même pas à prendre le volant, c'est qu'on est victime presque de son élan sauveur envers l'autre. Tout à fait. Et donc c'est super intéressant de voir un peu cette genèse, que ça peut venir culturellement, ça peut venir au niveau des valeurs, ça peut venir quand même, tu avais dit, de vulnérabilité. Il y a certaines personnes, j'ai l'impression, est-ce que je me trompe, tu me le diras,
qui en fait vont vouloir sauver aussi parce que soit elles-mêmes ont vécu quelque chose où elles auraient souhaité être sauvées, ou elles trouvent une sorte de légitimité dans leur être, dans leurs amitiés, dans leurs amours, dans le fait d'être hyper tourné vers l'autre. Enfin, est-ce que là on a basculé dans l'ombre déjà Là, ou on pas? a basculé dans l'ombre, ouais. On peut attendre. Comme Est-ce tu que veux. avant, Ok. tu veux, donc ça me permet de nous dire que je trouve ça très intéressant d'aborder la sauveuse parce que personnellement, moi, je vois plus les ombres du fait de sauver plutôt que les côtés positifs. Alors que avoir une belle empathie, pouvoir être justement présent pour l'autre, à l'écoute, donner du temps pour des causes qui nous donnent. Enfin, on peut pas nier l'importance de cette sauveuse, c'est sûr. Par contre, c'est vrai que dans mon expérience personnelle, j'ai beaucoup plus rencontré des sauveurs qui se sont rendus victimes ou qui rendaient victimes les autres. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. J'ai l'impression que c'est vrai que c'est là où on a beaucoup entendu justement le fait c'est ce qu'on disait au début de l'épisode, en fait, tu peux tourner vers quelque chose d'un peu plus connard dans l'idée parce que tu te désidentifies. Enfin bref, je me suis un tout petit peu perdue dans mon entrain. Oui, ça va, d'accord. Donc voilà, juste avant de passer dans l'ombre, est-ce que toi, tu veux ajouter quelque chose par rapport à cette part sauveuse belle, importante, qui fait notre humanité, qui fait nos amitiés, qui fait tout un tas de choses super de nous? Est-ce que elle doit être rééquilibrée chez certaines personnes? Est-ce qu'on doit la valoriser? Est-ce que tu veux dire quelque chose de plus? En fait, oui. Enfin, en t'écoutant, j'ai compris et j'ai saisi aussi que on ne commence à parler de sauveur ou de syndrome de sauveur ou de sauveuse dans la société que quand ça devient exagéré. Oui. Tu vois, quelqu'un qui aide, mais qui, voilà, je pense, enfin, j'espère que tout le monde est un peu dans le don de soi. Tout le monde est un peu dans l'aide. Tout le monde peut se rendre présent et disponible pour certaines personnes ou en fonction des situations. Mais on commence à mettre l'étiquette sauveuse dans le langage commun et collectif que quand ça devient un peu trop et que les autres se sentent étouffés, et c'est eux qui mettent l'étiquette sauveuse, ou la personne se sent épuisée, vidée, et c'est là qu'on commence à mettre le mot sauveuse. Alors que dans une séance de voice dialogue, par exemple, la personne, elle peut ne pas venir pour le problème du syndrome du sauveur ou de la sauveuse. Elle peut être là pour plein d'autres soucis, mais on va aller vérifier cette part, lui parler, soit pour l'injecter davantage dans sa vie, pour qu'elle soit encore plus présente parce qu'elle n'est pas très présente ou qu'elle ne sait pas quand est-ce qu'elle peut être présente, soit pour dire, bon, je pense qu'elle aussi, elle crée un déséquilibre, on va la diminuer un petit peu. Mais voilà, c'est pour ça. Moi, enfin là, on avait abordé pas mal de parts. Tu parlais justement de la beauté de la part sauveuse. Pour moi, l'archétype de la militante, et je pense que si on tirait une carte là, il y a l'archétype de la part militante. C'est l'une des plus belles sauveuses quand elle est aussi dans la lumière. En fait, ne serait-ce qu'aujourd'hui, dans la conjoncture de réchauffement climatique, de montée du fascisme, de génocide, etc., ça explose la part sauveuse chez les gens et ça explose de plein de manières différentes. Et il y a cet élan et cette énergie qui est très très présente aujourd'hui, en tout cas dans la société. Elle va jusqu'à l'épuisement de certains, mais elle crée un autre tissu social qui permet aux gens d'essayer de faire avancer les choses et de changer les choses. Et ça, on peut pas dire que c'est un côté négatif de la sauveuse, sauf si encore une fois, la part militante, elle est mal utilisée, on sait pas la driver, elle est pas conscientisée, etc. Donc on retombe dans la part d'ombre. Mais pour moi, enfin, à chaque fois que je tombe sur Instagram, sur le syndrome de la sauveuse, etc., je me dis waouh, si c'est pas bien compris, si on reste juste aux mots dans le poste et qu'on va pas plus loin, on risque de créer une société d'individus complètement égoïstes et tournés vers eux-mêmes, qui ne veulent plus rien sauver parce que ils se sont fatigués. À juste titre, ils ont eu un burn-out, ils ont eu une dépression et ils ont décidé que plus jamais ils vont aider personne. Et c'est là où on bascule soit d'un côté, soit dans l'autre, de l'autre, comme on avait de drastique. De drastique. Oui, c'est vraiment super intéressant enfin, ma question c'est, donc quand tu disais, par exemple, quand tu es dans cette situation de burn-out, de too much,
est-ce que vraiment ça disparaît complètement ou est-ce que quand même il y a quelque chose qui se régule après la fatigue? Toi, qu'est-ce que tu vois? C'est vraiment en fonction des personnes. Il y en a pour Tu as vu qui, des gens qui oui, ont totalement perdu cette part. oui, j'ai vu enfin, perdu, non, parce que elle se remet à l'ombre, mais j'ai vu des gens basculer et ne pas pouvoir en ressortir, sauf dans des cas vraiment extrêmes où cette part, elle revient, elle reprend le dessus, et là, elle est encore plus forte. Et en fait, il y a la culpabilité toujours entre les deux. Donc, oh, enfin, enfin, c'est ce qu'on avait dit sur le critique. Le critique, il a compris que tu voulais plus, que tu ne devais plus être sauveur ou sauveuse. Donc, il vient te critiquer pour te dire, ah, t'as trop sauvé là, il faut vraiment que tu redeviennes égoïste. Tu viens égoïste, t'as quand même une blessure et un système de valeurs où tu dois aider les gens, et critique, ah ben non, t'es trop égoïste quand même, t'as même pas pu aider ton ami pour son déménagement, quelle personne tu es. Et c'est là que le critique prend toute la place, en fait. Hmm. Et donc, dans le Voice Dialogue, quand les gens viennent te voir pour ça, c'est ce que tu disais, t'essaies de réguler un peu pour pas partir dans une culpabilité monstre si on ne peut pas aider son ami à déménager, pour un exemple, mais ça peut être des choses beaucoup plus graves et Tout à fait. beaucoup plus importantes. Ou au contraire, quelqu'un qui vient et qui va être très ancré dans un hyper individualisme, lui rappeler un peu ses valeurs. Est-ce que c'est Lui quelque chose comme ça? rappeler, enfin, Lui rappeler, lui faire conscientiser certaines de ses certaines valeurs. choses, oui. Enfin, là, je pense à certaines personnes. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse que les cas que je donne sont à la fois des cas réels et à la fois ce sont des histoires recomposées à travers différents cas. Et puis des fois, le genre est changé, l'âge est changé, la situation est changée. En tout cas, il y a pas une personne qui va se reconnaître, que je connais, qui va se reconnaître dans le cas, mais le cas reste réel. Et là, je pense quand même à un cas, on va l'appeler un cas, d'une personne blessée très très jeune dans le fait qu'elle ait été naïve d'avoir aidé quelqu'un, mais vraiment à l'école primaire. Et ça s'est retourné contre elle, et tout le monde s'est moqué d'elle, mais pendant des mois. Et depuis ce jour-là, cette personne, elle n'aide plus personne. Depuis l'école primaire. Ouais. Enfin, Ça a été tellement ça a été traumatisant. traumatisant. Il y avait du harcèlement, Aïe, aïe, aïe. et pour elle, aider, c'est être naïve. C'est se faire avoir. Donc là, moi, je viens pas rappeler quoi que ce soit. Je peux pas faire un discours. On, on va voir la vulnérabilité. On va voir cet enfant intérieur complètement blessé par cet épisode-là. Et puis on va aller chercher cette part reniée qui est là, qui est dans l'élan, mais qu'on ne laisse pas s'exprimer, et qui veut aider, mais qu'on ne laisse pas s'exprimer. Mais avant ça, il faut qu'on aille voir la part égoïste qui a dit non, plus jamais, quoi. Oui, c'est ce que tu fais. Tu vas rencontrer cette part égoïste. Ouais. Oui. Ça nous fait quand même un peu basculer vers l'ombre, j'ai Tout à fait. l'impression, Tout à fait. l'autre côté de la sauveuse, dont on a beaucoup parlé, parce qu'en fait, c'est difficile de parler d'une part que d'un côté sans aborder l'autre. C'est justement parce que on a ce contraste qu'on comprend l'un côté et l'autre. Et donc, juste avant, parce qu'on va à nouveau utiliser ce magnifique tarot, parce que vraiment, c'est un outil qui est super intéressant, très beau et vraiment chouette. Juste avant, j'aimerais faire un tout petit rappel, parce qu'on n'est pas très habitué à ça. Parfois, on se dit, mais pourquoi on demanderait des likes? Non, je rigole. Ce que j'ai envie de dire, c'est surtout si vous trouvez ce podcast intéressant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, n'hésitez pas à mettre un petit like ou s'abonner, ça fait quand même de la visibilité, Tout à c'est fait. quand même important. Ça nous aide beaucoup. Ça nous aide, voilà. C'est un peu le prix pour du contenu gratuit. Voilà, exactement. Donc merci de le faire si vous êtes d'accord avec ça. Et un deuxième remerciement au lieu. Oui. Voilà, on est dans les locaux d'Épidore. D'Épidore, à rue Quincampoix, à Paris, où moi je pratique déjà en tant que praticienne, et puis il y a plein de praticiens de différentes méthodes, techniques. Il y a du chant, il y a du yoga, il y a du qigong, il y a des Il se passe beaucoup de choses quand on passe. En tout cas, c'est très agréable. C'est très agréable. C'est un lieu qui a quand même une grande histoire, qui a plus d'un siècle. Donc voilà. N'hésitez pas à venir faire un tour si vous voulez. Transition vers l'ombre. Regardons un petit peu ce que dit l'ombre de la sauveuse. Voilà. Ça va nous permettre de nous accrocher à certains termes. Ça va être très bien. Tout à fait. Ici, encore une fois.
La sauveuse ou le sauveur dans l'ombre. Parfois, le sauveur, la sauveuse se jette dans le bûcher du sacrifice. L'ange gardien devient bon samaritain. Le Messie devient martyr. À trop donner sans préserver son énergie, le sauveur, la sauveuse se fait dépouiller, gardant un sentiment amer d'incompréhension, de frustration, d'injustice et de viol. Parfois encore, il ou elle profite du service rendu pour asseoir une emprise qui lui sert de récompense. Il ou elle donne et reprend, caresse et aboie, étouffe ou abandonne, distille la dépendance et culpabilité. Assujetti, infantilisé, le ou la sauvée perd son autonomie et sa capacité à évoluer. Il y a plein de termes super parlants que Ouais. je trouve très intéressants. J'ai retenu, enfin, je les avais dans le cerveau, dès que j'ai commencé à parler, je les ai perdus. Quelque chose autour du sacrifice, quelque chose qui étouffe, quelque chose qui peut parfois partir dans de l'emprise, même parfois pas conscientisé du tout. On n'est pas là pour dire que les gens sont méchants ou pas. Hein. C'est le but d'ailleurs du voice dialogue, c'est d'avoir un ego conscient, donc conscientiser ces parts qui parfois agissent sans qu'on sache en fait. Mais donc voilà, on a tous ces termes plus durs que je trouve vraiment intéressants. Qu'est-ce que toi tu peux ajouter pour nous parler de cette sauveuse qui a basculé dans une ombre? Pour moi, déjà, elle bascule pas dans une ombre par malveillance. Oui, C'est voilà. ce que tu disais. C'est pas conscientiser qu'elle veut faire perdre à l'autre son autonomie. Des fois, c'est juste par habitude. C'est un excès de don de soi. C'est un excès d'amour. Des fois, c'est très dur de voir quelqu'un que tu aimes en train de prendre des décisions qui vont le rendre complètement malheureux ou détruire sa vie et rester les bras croisés. Enfin, c'est pas si évident que ça de savoir mettre le curseur là où il faut dans la bonne décision au bon moment. Donc, on reste un peu dans l'expérimentation de la vie, mais c'est vraiment pas par malveillance, ou en tout cas pas toujours. C'est très rarement que quelqu'un utilise une part sauveuse par malveillance. Enfin, c'est très rare. Ça peut exister, mais c'est très rare. Mais la première personne qui souffre de cette part, c'est la personne qui la porte. Elle s'épuise. Parmi les mots que j'ai notés, il y a le sacrifice, il y a le bûcher. Elle se brûle elle-même. Elle est dans le don. Et puis, à un moment, il y a inconsciemment une attente d'un retour ou d'une validation ou d'une valorisation ou d'un mot de reconnaissance, peu importe, mais quelque chose, une énergie qui revient. Et quand elle le retrouve pas, là, ça peut créer de grandes blessures. La personne peut être vexée, blessée, déçue, ne pas comprendre ce qui se passe, et on tombe dans des cycles comme ça. Encore une fois, je vais redonner un exemple recomposé. Mais après, ça, c'est un exemple très classique. Je pense qu'on a tous quelqu'un dans notre entourage qui fait ça. Moi, j'ai quelqu'un que je vois qui a le même schéma amoureux. D'accord. C'est une femme qui a exactement le même schéma amoureux, où elle tombe sur des hommes très brillants, des artistes, des créatifs, des hommes brillants mais écorchés en fait, vraiment dans l'air, mais pas du tout incarnés, pas du tout ancrés. Et donc elle est fascinée par ça, et puis elle veut toujours apporter cet ancrage, elle veut apporter cette stabilité, que ça soit financière, que ça soit leur trouver un travail à côté de leur création, que ça soit les aider. En tout cas, elle est dans ça. Elle aime à travers la sauveuse, et elle relationne dans le couple que à travers la sauveuse. Sauf que cette sauveuse, elle devient étouffante pour l'autre. Rencontrer quelqu'un qui est dans sa tête, dans sa bulle, dans ses créations, et lui trouver un job de caissier pour qu'il puisse sortir du RSA, par exemple, la personne n'a rien demandé. Mais pour elle, c'est comme ça qu'il faut faire, et pas autrement. Mais, ok, au début, l'autre personne, elle se dit, ouais, ça peut m'équilibrer, ça peut m'aider, mais ça devient la source de conflit entre les deux, parce que elle ramène sa polarité sauveuse à quelqu'un qui n'a absolument rien demandé et qui peut s'en sortir à sa manière, différemment, mais sauf qu'elle connaît pas cette manière, elle l'a jamais envisagé. Et donc, ça devient étouffant.
Et c'est comme si vraiment, elle sortait cette personne de qui elle est pour en faire quelqu'un d'autre. Oui. Et puis, enfin, ça c'est un exemple. Après, il y a plein d'exemples d'aides différentes ou de pousser quelqu'un qu'elle a rencontré à aller voir un psy parce que il y a ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas, ou d'héberger quelqu'un, par exemple, voilà, qu'elle vient de rencontrer parce qu'il a des problèmes, le temps que, mais la personne n'a rien demandé. Et à la fin, les relations s'arrêtent. Et la personne, la sauveuse en elle est là. Mais moi, je tombe toujours que sur, enfin, je pense que le mot connard, c'est le mot de l'épisode. Je tombe toujours que sur des connards, je donne tout, et au final, ils partent. Oui, c'est super ce que tu fais, mais est-ce qu'on te l'a demandé? Et jusqu'à quel point on te l'a demandé? Et est-ce que quand on a dit stop d'une manière ou d'une autre, c'était trop, tu as su t'arrêter? Et accepter la personne telle qu'elle est parce qu'elle sait ce qu'elle fait. Et personne ne voudra du bien plus que la personne elle-même, en fait. Mais c'est ça, c'est ce manque de confiance en la capacité de l'autre à faire comme il veut et dire non, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses. En fait. Oui, et puis accepter les choix de la personne, même si c'est pas les choix qui lui paraissent. Tout à fait. Et ça, c'est un cas qui est super intéressant dans l'amour, où on en a quand même un peu entendu parler et qui fait vraiment comprendre ce côté, ce que tu disais, l'élan de la sauveuse, où on se met en avant, on va tout donner pour quelqu'un. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est le déposséder l'autre de ses propres ressources et de ses, enfin, il y a quand même. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est ça reste une projection. Et on entend beaucoup la phrase, on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver soi. Enfin, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on entend beaucoup, mais qui peut être vraiment difficile pour les proches. C'est vraiment, enfin, comme pour la sauveuse qui parfois peut être témoin, parce que là c'est quelqu'un qui était, là c'était un exemple de quelqu'un qui est pas très incarné ou comme ça, mais tu peux avoir des cas qui sont très difficiles dans la santé, de gens qui vont pas prendre soin de soi, dans ses proches. Il peut, ou des amis. Moi, je trouve ça super intéressant. Des gens dans mon entourage où en fait ils ont pas l'air d'aller très bien pour tout un tas de raisons. Par exemple, ils ne font pas grand chose de leur journée. Ils peuvent faire fumer beaucoup, voilà, des choses. Il y a l'addiction aussi. Il y a des addictions. Merci, c'est bien mieux de le dire comme ça. Moi, dans ma tête, de qu'est-ce que je pense qui est stable, même si cette phrase n'est pas très française, je me dis bon, on n'est pas sur quelque chose où tu as l'air d'aller très bien et de rayonner. Est-ce que c'est mon rôle d'en parler? Est-ce que c'est mon rôle de simplement t'écouter? Comment se positionner quand on a un proche comme ça? Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu fais un peu en thérapie? Ou pas du tout? Tu travailles que sur la personne? Non, je travaille que sur la personne, et ce que tu viens de dire là, c'est très intéressant. C'est justement déjà réussir à se poser la question comment me positionner, c'est que c'est toi qui conduis et pas la sauveuse qui est déjà en train d'envoyer 1 milliard d'articles et de parler de cette thérapie pour sortir de l'addiction et viens, on va faire ceci, viens faire cela. Donc déjà, tu es dans la conscience de qu'est-ce que je fais. Et puis voilà, même là, pour moi, on reste quand même dans un côté lumière de la sauveuse parce que c'est quand même des cas, enfin, je parle d'addiction, des cas où les personnes, elles sont plus conscientes d'elles-mêmes. Elles ont besoin que quelqu'un conscientise, ou elles sont dans le déni et elles ont besoin que quelqu'un les aide à conscientiser un peu qu'elles sont dans le déni de l'addiction, qu'elles vont pas bien, etc. Mais pourquoi je te dis que je travaille sur la personne? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent se tuer à faire ça pour les autres et l'autre ne va pas bouger d'1 millimètre. Donc, savoir aider et savoir dire de toutes les manières, je ne peux pas l'aider plus que il ou elle ne s'aidera elle-même. Donc, peut-être que j'ai mis une graine aujourd'hui qui ne va pousser que dans 5 ans, parce que sauver aussi, il y a cette impatience chez la sauveuse de voir des résultats limite immédiats. Peut-être que tu as tenu un discours et dans 5 ans, ce discours sera, enfin, il ou elle a gardé 3 mots-clés qui seront bénéfiques et qui vont lui changer sa vie. Mais ça, la sauveuse, elle peut pas attendre. Elle a besoin que ça bouge, en fait. Donc, on compose avec, on reste dans cet élan de, si la personne a besoin de m'écouter, je ne la juge pas. Et déjà, c'est déjà une grande partie de la sauveuse. Je l'écoute, je suis présente, je suis disponible. Si je sens qu'elle se crispe, je peux aller même un peu plus loin et lui dire 2-3 petits trucs pour la titiller et m'arrêter. Si je sens qu'il y a une grande crispation,
j'ai peur que la personne se renferme encore plus davantage. Je fais un pas en arrière et je la laisse revenir à elle. Et chacun a son timing, chacun a sa temporalité et chacun a son processus de vie, en quelque sorte. Mais elle reste quand même une sauveuse positive, celle-là. La sauveuse, quand elle devient négative, comme on disait déjà, quand elle s'épuise et quand elle veut devenir indispensable pour l'autre, Oui, comme une raison pour être aimée. oui, ça c'est vraiment intéressant. Dis-nous en plus. D'où ça vient? Pourquoi c'est à travers ce côté je dois être indispensable sinon on ne m'aimera pas. Enfin, qu'est-ce qui se joue là derrière? Il y a beaucoup de choses qui se jouent là derrière. C'est souvent, et là c'est un peu la naissance de la sauveuse dans l'ombre qui naît d'une blessure. Après, les histoires de vie sont différentes, mais c'est souvent un enfant qui a compris que la sauveuse, elle arrive en différentes étapes. Oui. Déjà, la première étape, c'est déjà commencer à ressentir les signaux que l'autre ne va pas bien. Donc, c'est déjà développer cette finesse de il ou elle a froncé les sourcils, la respiration. Enfin, il y a des enfants qui, à travers la respiration de leurs parents, ils peuvent changer de comportement parce qu'ils ont compris que leurs parents étaient stressés, énervés, etc. Donc, ça commence par là déjà, par développer son intelligence sensorielle qui permet de détecter le changement de tempérament chez le parent. Et donc, un enfant qui n'est pas dans une ambiance sécurisante, il est obligé de développer ça pour savoir si le parent va être de bonne ou de mauvaise humeur, va être souriant ou pas, va l'engueuler ou pas, va aller jusqu'à une violence verbale ou physique ou psychologique ou pas. Et donc, c'est la première protection qui se développe. Je détecte. Après, avec l'âge, l'enfant comprend que quand il détecte cette information, il a une information, qu'est-ce qu'il en fait? Donc, si je deviens gentil avec un parent qui est énervé, il va être plus doux avec moi. Si je vais lui faire un câlin parce qu'il va pas bien, il va être encore plus doux. Je parle de parents, mais ça peut être les grands frères et les grandes sœurs, ça peut être les grands-parents, en fait, les adultes devant cet enfant-là. Si je vois que ma mère elle va pas très bien et que voilà, je sais pas, je dis n'importe quoi, à l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, je lui dis est-ce que tu veux un verre d'eau, elle me sourit, je comprends que quand l'autre personne ne va pas bien, je sais le ressentir, j'ai l'information et je sais quoi faire. Donc ça peut aller vraiment de choses basiques et ce sont des situations que tout le monde, qu'on vit tous, mais qui se répètent tout le temps, qui sont très présentes, qui façonnent la vie de cet enfant-là jusqu'à ce que ça devienne des automatismes. Et donc, cet enfant-là comprend que pour être bien traité, et par conséquent que pour être aimé, il doit voir ce qui ne va pas chez les autres et apporter un début de solution ou une solution. Et puis, on sociabilise à l'école, on grandit petit à petit, et la sauveuse ou la part sauveuse commence à se développer avec jusqu'à devenir si je veux être en couple, il faut que je détecte les failles de l'autre, que je lui montre, qu'il les comprenne et que je l'aide à s'en sortir. Bien sûr, il y a personne qui se dit ça dans sa tête, mais inconsciemment, il y a énormément de personnes qui ne relationnent que comme ça. Oui, que c'était la façon d'obtenir de l'amour et du coup, c'est le schéma qui est resté. Qui reste. Oui, c'est fou. C'est fou l'intelligence des enfants. À chaque fois, c'est mon domaine de cœur. Et vraiment, à chaque fois, je suis là, mais ces petites choses. J'avais envie d'aller quelque part. Moi, je trouve intéressant le fait de complètement se perdre dans le fait de vouloir sauver. Et je savais pas si c'est moi. Je donne des exemples très très personnels, très faciles pour moi parce que voilà. J'ai eu quand même 2-3 fois dans ma vie avec ce réflexe de vouloir être présent, de penser que si on part, tout va s'écrouler, que ça va être horrible, soit pour un compagnon, soit pour sa famille, soit pour un travail. Enfin, voilà, parce qu'en plus, ça peut être un peu dans tous les domaines, c'est ça qui est pratique. Sinon, voilà. Non, pour revenir à quelque chose de sérieux, il y a quelque chose dans l'abandon de soi qui est intéressant
Parce que, par exemple, pour moi, il y avait beaucoup de symptômes. J'arrivais plus du tout à entendre mes émotions, comment j'allais. Ma peau était hyper Waouh. enflammée. J'avais pris beaucoup de poids. Enfin, on sent que vraiment, et même, j'étais pas bien. Enfin, genre vraiment dans ma tête, mon corps allait mal, ma tête allait mal, mes émotions allaient mal. Et pourtant, c'était très très difficile de partir. Et j'avais vraiment perdu cette jauge. Et même les fois où j'ai réussi à me réécouter et à reprendre une stabilité, d'autres situations dans ma vie se sont reproduites où j'ai peut-être été moins autant dans Non. le don, mais en fait, ça se reproduit un petit peu souvent, finalement. Peut-être pas jusqu'à la même D'accord. intensité. Et ça, je trouve ça super intéressant et c'est pour ça que je suis toujours intéressée par tous les podcasts qui sont là. Syndrome du sauveur, on recule, on s'écoute, parce que pour les cas comme moi, j'ai l'impression que c'est quand même important de vraiment apprendre à se réguler et à pas tomber dans quelque chose où en fait on n'existe plus, on s'oublie complètement, on se fait du mal. Oui. Nos proches n'ont même pas envie qu'on se fasse du mal. Et en plus, le pire du pire du pire, qui est vraiment le tas, c'est que quand on part, parfois ça se passe mieux pour l'autre. Oui. Ça, c'est dur. Même pour soi-même, pour son estime. Et pour la sauveuse, Ouais. ça c'est quand on bascule vraiment, enfin sans le vouloir, sans le savoir, mais il y en a qui le savent quand même, donc contrôler l'autre à travers la sauveuse en fait. C'est vraiment, elle devient une énergie de contrôle de l'autre. Je t'ai dit que ça n'allait pas et tu l'as refait. Tu ne veux vraiment pas t'en sortir, quoi. En fait, c'est ta faute. Moi, je me tue à t'aider et toi, tu ne veux pas. Je ne pense pas que ça puisse aider qui que ce soit. Et c'est comme ça qu'il faut que tu sois. C'est comme ça. Tu refais la même erreur plusieurs fois. Donc, enfin, voilà. Donc, c'est vraiment une part qui devient contrôlante, qui devient, c'est une pression supplémentaire. Si une personne ne va pas bien et sait qu'elle partage sa vie avec quelqu'un qui veut la sauver en lui mettant plus de pression, où il y a juste une attente, même non verbalisée, ou ça réveille le critique intérieur de l'autre, en fait. Quand tu lui dis, mais en fait, quand cette personne, elle voit que tout le monde s'en sort autour d'elle, qu'on lui dit, mais c'est facile, il suffit de faire ça, bah, la personne, elle perd encore plus d'estime d'elle-même. Elle n'a même pas envie d'écouter ça. Enfin, elle est en douleur, elle est en souffrance, et on vient lui dire, mais il suffit que tu fasses ça, mais pourquoi tu fais pas ça? Enfin, j'accompagne énormément de personnes TDAH, et il y a énormément de ça. Une personne TDAH, elle se met en couple avec quelqu'un, ou en coloc, ou voilà, et ils lui disent, mais il suffit juste que tu mettes un rituel pour, euh, pour ranger pour ranger. Mais oui, en fait, je sais qu'il suffit juste de, mais c'est tellement facile pour vous, et c'est tellement difficile pour moi. Donc, c'est plus une critique davantage que la personne se rajoute, une perte de confiance davantage que la personne se rajoute. Elle voit dans le regard des autres une incompréhension, une envie de les aider. Elle n'a pas envie. Elle a juste envie qu'on la laisse tranquille et qu'on arrête de la regarder sous ce prisme-là. Elle s'en sortira peut-être mieux, avec moins de pression. Est-ce que justement, parfois, il vaut mieux partir pour laisser l'autre, enfin, quand il y a tellement de pression, tellement d'attente, est-ce que ça peut se réguler tout seul ou en thérapie? Ou est-ce que parfois faut la distance? Tu vois ce que je veux dire? C'est très difficile comme question, enfin c'est très général comme question, mais j'ai envie de répondre. Parfois, il faut que la sauveuse parte. Pas la personne, ça je ne sais pas, c'est en fonction de la relation, mais en tout cas que la sauveuse, elle s'éteigne. C'est intéressant, ça donne déjà une piste d'action. Mm. Pas forcément partir ou arrêter. C'est intéressant. C'est souvent ça. Ouais. Après, ça, vraiment, ça dépend des couples et des relations. Je pense qu'il y a des couples qui vaut mieux qu'ils se séparent si on parle de relations amoureuses. Mais souvent, parfois, il faut réguler les parts qui créent ce qu'on appelle le schéma d'ancrage, qui crée le dysfonctionnement du couple. Encore une fois, la sauveuse ne va pas partir, mais si elle baisse, elle rend l'autonomie à l'autre, et il faut que la personne travaille sur elle-même pour aller se recentrer sur elle plutôt que continuer à surveiller l'autre pour voir où est-ce qu'il en est dans son processus. Et si l'autre enfin là, ça me fait penser à un autre truc. Et si l'autre n'avance pas et que ça ne te convient pas, ben tu pars. Et là, ça me fait penser à un livre que j'ai lu récemment, malheureusement qui n'existe pas encore en français, qui s'appelle The Let Them.
théorie. Moi, ce livre, Et il y a plein de TikTok. ce livre, ça a été révolutionnaire pour moi. C'est simple. Laisse-les. Laisse ces personnes être elles-mêmes. Parce que, enfin, tu n'as pas une télécommande pour changer la personne, ni pour la sauver. Parce que sauver, c'est changer. C'est que tu n'es pas satisfaite de l'état dans lequel la personne elle est actuellement. Tu veux l'emmener vers un autre état. Donc, tu veux changer cette personne. Mais on n'a pas cette télécommande-là. Donc, let them, laisse-les être qui elles sont et prends tes responsabilités par rapport à ça. Est-ce que la personne telle qu'elle est aujourd'hui, et si elle ne change pas et qu'elle va rester comme ça pour les 10, 20 prochaines années, est-ce que j'ai envie de continuer cette vie ou pas? Si oui, c'est qu'au final, le truc ne te dérange pas tant que ça, mais que ta sauveuse en fait une obsession. Parce qu'encore une fois, tu ne sais aimer qu'à travers elle et qu'à travers les failles de l'autre. Et que c'est un gros travail à faire sur toi pour savoir aimer la personne différemment. Sinon, c'est vraiment un deal breaker pour toi. Tu t'en vas. Mais laissez les gens être qui ils sont. Oui, puis c'est intéressant le côté se refocus sur soi en fait. C'est ça. Si on est hyper dans la projection pour l'autre, on va pas forcément très très bien non plus. C'est une fuite de soi, une fuite de ses problèmes. C'est très facile de détecter les failles de l'autre et d'être trigger par ça et de vouloir le faire avancer. Et c'est très difficile de détecter ses propres failles et de vouloir avancer dessus en fait. Et on va devoir bientôt finir cet épisode, mais avant j'ai quand même une petite question aussi sur ce besoin de reconnaissance qui peut être quand on est vraiment trop dans l'aide en fait et dans le vouloir peut-être se sentir indispensable à l'autre. Tu avais parlé de ce besoin de reconnaissance derrière qui est très grand. Punaise, j'ai donné autant et le gars me vire ou on me dit même pas merci et ça laisse des creux en soi. Il y a peut-être d'autres moyens de pas calmer ce besoin de reconnaissance, de trouver de la reconnaissance différemment. Qu'est-ce que tu fais avec les gens qui viennent avec un énorme besoin de reconnaissance parce qu'ils sont trop dans le don? Je vais chercher les pas reniés. Oui, justement. Qu'est-ce que cette sauveuse a laissé de côté, a écrasé comme part ou comme sous-personnalité chez cette personne-là? On va chercher la part indépendante émotionnellement. Enfin, quand on dit indépendante, on pense à quelqu'un qui a son boulot, son appart, etc. Mais être indépendante émotionnellement, être à la fois connecté à l'autre et à la fois chez soi. Comme tu disais tout à l'heure, tu n'allais pas bien physiquement, ta peau n'allait pas bien, émotionnellement tu n'allais pas bien. Et il n'y a pas de sauveuse à l'intérieur de toi pour toi-même, pas du tout. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est Elle est dirigée vers l'autre. Cette sauveuse intérieure, c'est en faire ramener une part de cette sauveuse en tant qu'énergie introvertie et non pas une énergie extravertie dans le don de l'autre. Donc, et puis ne pas avoir besoin d'être en lien permanent aussi. Même quand on partage sa vie avec quelqu'un, on n'est pas obligé d'être connecté à les personnes tout le temps. C'est vraiment récupérer son énergie pour soi, récupérer sa sauveuse pour soi, récupérer sa mère nourricière pour soi. Toutes ces parts qui sont l'aidantes, la responsable des problèmes des autres, de redevenir responsable vers soi. Et en fait, ça ramène de la clarté. Ça fait rentrer la personne un peu plus dans sa bulle. Et c'est cette bulle qui n'existe pas dans quelqu'un qui est vraiment très identifié ou qui est une part sauveuse en part primaire. C'est revenir dans sa bulle, pas parce que je suis égoïste ou dans le rejet des autres, mais parce que pour sauver, pour aider les autres, il faut être bien déjà soi-même. Et plus on le fait d'une blessure, d'une insécurité, d'une envie de maintenir une relation qui ne fonctionne plus, de ça, plus on se blesse et on blesse l'autre et on est juste dans le conflit permanent. Donc le faire parce qu'on est bien, parce qu'on s'est aidé, parce qu'on est bien dans son corps, dans sa tête, dans ses émotions, et qu'on voit avec clarté ce qui ne va pas, et qu'on essaye, et qu'on voit quand on est rejeté, quand on est accepté, etc. C'est très noble. Mais c'est vraiment le dosage, et ce dosage ne peut aller que d'une part indépendante, une part qui ne cherche pas la valorisation. Après, je ne dis pas que les autres doivent être ingrats et ne pas remercier. Mais avoir une meilleure, je pense, une justesse dans l'appréciation, pas attendre une montagne de reconnaissance
élevé sur je sais pas quoi pour dire mon Dieu, elle s'est sacrifiée pour nous tous ou elle a tellement donné pour tous. Mais Oui, parce qu'au oui, final, c'est ça, l'attente de la sauveuse. C'est je me sacrifie, je me sacrifie, je me sacrifie. Comme ça, je remplis un espèce de crédit chez l'autre. Et le jour où j'aurai besoin des gens, je suis sûre qu'ils seront là. Non, pas forcément. pas forcément. Et c'est pas parce ce sont des mauvaises personnes. C'est parce que tu as choisi de remplir ce crédit. Personne n'a jamais rien demandé. Et les personnes peuvent ne pas pouvoir être disponibles à ce moment-là, ne pas avoir d'espace mental, émotionnel, être disponible physiquement pour toi à ce moment-là. Et enfin, tu ne tiens pas les personnes en laisse juste parce que tu les as aidées, en fait. Ouais, ça c'est super intéressant comme image. Mais voilà, c'est vraiment pour moi, c'est développer cette part indépendante, développer cette part dans sa bulle, développer, se connaître, connaître ses problèmes, passer du temps avec soi et être ancré en soi pour ne pas se perdre dans l'autre et ne pas perdre l'autre avec nous. C'est un long exercice beau, important, mais qui permet aussi d'avoir une sauveuse présente, régulée et qui est Oui. là pour les autres et qui est dans les valeurs qu'on a envie d'être. Et pour moi aussi, enfin, je rebascule sur la militante. Je pense que j'ai même envie de faire un épisode sur la militante. Moi, j'ai vécu, ça n'a pas été diagnostiqué cliniquement, mais j'ai vécu une grosse période de déprime, pour ne pas dire une dépression, post à un grand événement militant. Et bah, là, ça fait 2-3 ans, donc ça va beaucoup mieux. Mais il y avait aucun ancrage. Je vivais que pour la cause. Je m'étais perdue. Je me réveillais le matin, je ne pensais qu'à ça. Je faisais mon travail, je rentrais chez moi, je ne pensais qu'à ça. Je m'entourais que des gens comme moi. Et je ne faisais pas ça d'une place où j'existais déjà moi. J'étais ancrée moi dans mon corps, dans mes valeurs, et je donnais un peu de moi pour cela. Je me donnais entièrement, plus que ce que je ne pouvais même donner, quoi. Et ça, c'était, en plus, il y a eu du harcèlement. Enfin, voilà, ça fait rentrer dans des tunnels où on s'auto-détruit. Et puis, il y a ce côté même envie d'être martyr pour la cause. Mais au final, c'est juste du burn-out militant et de la dépression qui vient après, en fait. Et pour moi, c'est très, très important d'intégrer la santé mentale et l'hygiène mentale dans les groupes militants, justement, pour aider ces gens-là qui sont nécessaires pour la société à tenir longtemps et à être efficaces et à être bien dans leur peau. Très intéressant et je pense que ça fera un super Ouais. épisode et très riche. Donc le rendez-vous est pris. Tout à fait. C'est très bien. Pour revenir sur cette sauveuse, cette part sauveuse en nous, est-ce que tu as quelque chose que tu as envie d'ajouter? Est-ce qu'il y a ça peut être pas sous la forme forcément d'un conseil, mais quelque chose qui s'en approche? Est-ce que tu as envie de parler de quelque chose qu'on aurait pu oublier? Tellement à dire, de toute façon, on a de toute façon oublié des choses. J'ai envie de revenir sur de reboucler sur ce qu'on disait au début, parce qu'encore une fois, on a diabolisé la sauveuse, et on a quand même pris le temps de dire que c'est une part magnifique et que si, enfin, je trouve, je le redis. Oui, voilà, c'est ça que tu veux. C'est avec ça que voilà, je veux conclure. Très bien, vas-y. On est d'accord. On est alignés. On est très alignés. Donc, j'ai envie quand même de dire que avant d'arriver justement à cette appellation sauveuse, l'aide, la bienveillance, l'empathie, l'écoute, le don de soi, ce sont des valeurs qu'il ne faut pas qu'on diabolise. Et quand vous souffrez du syndrome de la sauveuse ou du sauveur, la bonne nouvelle, c'est que vous avez une part magnifique en vous. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle est trop présente, pas bien utilisée, qu'elle n'est peut-être pas née de la bonne manière, mais il y a ce noyau qui est lumineux, qui est magnifique, qui suffit juste de bien travailler et de bien équilibrer pour rester l'humain que vous êtes, en fait. C'est une très belle conclusion. Merci. En plus, c'est vrai qu'on entend vraiment les deux discours entre il faut ouvrir son cœur et être ouvert aux autres et il faut penser à soi et enfin, c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on a vu montrer dans cet épisode. Tout à fait. Enfin, cet épisode, c'est le lien entre les deux, quoi. C'est vraiment ça.
Eh bien, merci infiniment déjà Sarah pour Merci à toi. tout ton partage, tout ton travail. Et puis, si quelqu'un a envie de venir te voir, qu'est-ce qu'il peut faire? On mettra les liens Ouais. dans la discussion, enfin dans la description plutôt, sur psychologue.net. Et le premier rendez-vous, c'est un rendez-vous découverte, une visio découverte offerte où on discute juste des problématiques de la personne et ensuite on va plus loin pour voir comment on va travailler ensemble. Et il y a aussi la possibilité de nous rejoindre pour un live. Tout à fait. Tu peux en dire plus? C'est un live que j'annonce sur mon Instagram, aussi en lien dans la description, une fois toutes les 2 à 3 semaines, par rapport à une thématique déjà discutée lors du podcast, où j'essaye, avec les moyens du live et du digital, de faire vivre aux personnes, au moins goûter à certaines personnes ce que c'est que le dialogue intérieur, parce que là on le travaille quand même beaucoup et on en discute quand même beaucoup d'une manière mentale, mais c'est une méthode qui se vit, qui est à travers le corps. On parlait de la sauveuse, il suffit juste de se mettre dans la sauveuse pour que le corps parte en avant, les mains partent en avant. Vraiment, c'est une thérapie psycho-corporelle et le corps y est pour beaucoup, et j'espère, ou en tout cas j'essaye de partager un petit peu ça à travers les lives Instagram des certains jeudis du mois. Merci encore à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à Dalia. Merci à toutes les personnes qui sont présentes pour ce podcast. Et on vous dit à dans 2 semaines. Ciao, ciao. Bye bye.